On dit souvent qu'il y a deux catégories d'auteurs. D'un côté, ceux qui pensent que c'est l'intrigue la plus importante, l'histoire, et de l'autre, ceux qui pensent que c'est les personnages les plus importants, que c'est eux qui vont porter le roman. Mais il existe une troisième catégorie d'auteurs, dont je fais partie, ceux qui pensent que l'intrigue et les personnages, c'est la même chose. Alors je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, parce que j'ai pas toujours pensé ça. C'est venu avec l'expérience. Mais je crois que ma vision des choses aujourd'hui a une influence énorme sur ma façon d'écrire. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Évidemment, ça n'a pas toujours été mon avis sur la question, ma vision des choses, elle a changé au cours du temps, avec l'expérience, mais je pense que j'ai compris certaines choses à force d'écrire, qui ont complètement changé ma manière de faire, puisque je ne me pose plus du tout les mêmes questions aujourd'hui. Et c'est justement ces choses-là que j'ai comprises, que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. On est en 2012, je suis étudiant, et je m'apprête à affronter quelque chose que tous les étudiants belges connaissent bien, le blocus, ce qui est en gros la période de révision avant les examens. Et pendant cette période, on nous a conseillé de se trouver un passe-temps, quelque chose qui nous permet un peu de décompresser pour ne pas non plus faire que étudier. Et évidemment, vous vous en doutez, moi ce que j'ai choisi, c'était de travailler sur une idée de roman que j'avais dans la tête depuis déjà un moment. Et donc entre deux sessions d'études, j'écris 1 ou 2 chapitres. À cette époque-là, je débute, et ma vision des choses, c'est de tout miser sur l'histoire. Je me dis que si je veux que mon roman plaise, il faut que l'histoire soit vraiment géniale. Les personnages, ça vient après. En fait, je me dis surtout que dans une histoire, ce qui est bien, c'est l'action, c'est quand ça bouge. Du coup, je suis persuadé d'avoir une très bonne idée en me disant que je vais mettre de l'action partout. Évidemment, c'était une énorme erreur, mais à l'époque, je le savais pas. Et surtout, je ne m'en rends pas du tout compte, mais je néglige vraiment mes personnages. Je ne les explore pas en profondeur, je les utilise juste comme des outils pour pouvoir dérouler mon intrigue normalement. Je ne m'intéresse pas à leur vie, je ne m'intéresse pas à leur personnalité, je les place simplement dans l'intrigue et je leur fais dire ce qu'ils ont à dire et faire ce qu'ils ont à faire. En gros, je les vois juste pour leur fonction dans l'histoire. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je considère qu'aujourd'hui, c'est une de mes 5 plus grosses erreurs d'écrivain. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mets là. Et il me faudra des années pour comprendre que j'étais dans l'erreur. Mais petit à petit, ma culture littéraire commence à s'étoffer un petit peu, je découvre des romans de plus en plus exigeants, des auteurs un peu moins accessibles, un peu moins connus, et je me rends compte que parfois, il y a des romans dans lesquels, honnêtement, il se passe pas grand chose, l'intrigue, elle serait très vite résumée. Mais les personnages sont tellement bien écrits qu'ils portent l'histoire à eux tout seuls. Et du coup, je commence progressivement à me remettre en question. Est-ce que l'intrigue est si importante s'il y a des gens qui arrivent à me raconter une histoire que j'adore, uniquement avec des bons personnages? Et en plus, il y a même l'effet inverse, parce que je suis devenu tellement sensible aux bons personnages qui sont bien écrits, bien travaillés, que maintenant, quand je lis un roman avec des personnages creux, un peu bâclés, qui sont pas du tout explorés, je m'ennuie. Et on a beau me raconter une histoire géniale, bien structurée et surprenante, si les personnages ne suivent pas, je m'ennuie, je trouve que c'est mal écrit. Et j'ai de moins en moins de patience pour ce genre d'histoire-là. Et puis un jour, je tombe sur la vidéo de Jean-Philippe Depote de l'Alchimie d'un roman, qui dit que le plus important, même s'il a mis du temps à le comprendre, c'est avant tout les personnages. Et à ce moment-là, je suis assez d'accord avec lui. Donc ça me conforte dans mon idée, et je me dis qu'effectivement, des bons romans sans bons personnages, je n'en connais pas. Par contre, des bons romans avec une intrigue qui est parfois pas folle, ça oui, j'en connais. Évidemment, ça veut pas dire pour autant que je néglige l'intrigue. C'est pas l'idée. Mais ça veut dire que maintenant, j'accorde beaucoup plus d'importance à mes personnages, et surtout, je pars de mes personnages pour bâtir l'intrigue. Et ça, c'est un changement assez majeur dans ma façon d'écrire, parce que avant, j'écrivais d'abord l'intrigue, en essayant de la rendre la plus intéressante possible, et puis je me demandais de quel personnage j'avais besoin. Et je les développais en général très peu. Ou alors, à l'époque, je pensais que je les développais bien, mais en fait non. Et après cette prise de conscience, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à d'abord développer des personnages que je trouvais intéressants, qui allaient être intéressants à juxtaposer, qui allaient pouvoir faire naître du conflit, et après je les mettais dans une certaine situation qui allait faire naître une histoire. Alors évidemment, souvent j'avais déjà un début d'histoire en tête et je m'arrangeais un petit peu pour que ça fonctionne, mais en tout cas l'important c'est que j'accordais beaucoup plus d'importance à mes personnages. Évidemment, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais pu faire dès le début, parce que pour ça, il faut avoir quand même des bonnes notions de structure. Après quelques années d'écriture, je savais quand même d'avance si quelque chose allait fonctionner ou non, je savais plus ou moins dans quelle direction je devais aller, et je savais reconnaître une mauvaise idée quand j'en voyais une. Si j'avais commencé directement comme ça, peut-être que ça aurait pas fonctionné. Mais du coup, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Puisqu'aujourd'hui, c'est plus vraiment comme ça que je vois les choses. Il y a quelques années, complètement par hasard, je suis tombé sur un article qui est même pas très connu, je pense qu'il avait pas de commentaires quand je l'ai lu, et je ne le savais pas encore, mais cet article allait me faire complètement remettre en question ce que je pensais savoir. Il parlait d'un film qui s'appelait Tootsie, que j'avais même pas encore vu à l'époque, avec Dustin Hoffman, et dans ce film, le personnage principal, c'est un acteur qui n'arrive pas trop à décrocher
décrocher de rôle parce qu'il est très exigeant. Et un jour, un peu par hasard, il se retrouve dans une situation où il va passer une audition pour un rôle féminin. En fait, il veut montrer qu'il est capable de tout jouer, du coup il va se déguiser en femme et passer l'audition comme s'il était une actrice. Et évidemment, ça va fonctionner. Il va décrocher le rôle, mais maintenant, il a un mensonge à protéger, puisque personne ou presque personne ne sait qu'en réalité, c'est un homme. Et là, je dois vous révéler un détail qui a toute son importance, c'est que ce personnage, il est profondément, mais profondément misogyne. Et cette intrigue-là, elle en a peut-être pas l'air, mais en termes de dramaturgie, c'est vraiment une masterclass. Pour comprendre ce que ce scénario a de si génial, il faut revenir à deux notions fondamentales. Alors si vous y connaissez déjà un peu en écriture, ça va vous sembler vraiment basique, mais je pense que c'est important de poser les bases justement pour qu'on soit bien clair sur la suite. Donc on va faire la différence entre l'objectif d'un personnage, c'est tout simplement ce qu'il veut dans l'histoire, et son besoin. Et son besoin, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en général, il n'en a pas conscience. C'est en gros ce qu'il a besoin de réaliser sur lui-même ou sur le monde, et c'est ce qu'il lui faut vraiment. Mais souvent, il ne s'en rend pas compte. Par exemple, dans le film Là-haut, le personnage de Carl, c'est le vieux, ce qu'il veut, c'est réaliser le rêve qu'il avait avec sa femme d'aller en Amérique du Sud. Mais ce dont il a réellement besoin, qu'est-ce que ce serait ? Vu que après la mort de sa femme, il est devenu ultra solitaire et renfermé sur lui-même, ça serait de s'ouvrir à nouveau, de tisser de nouveaux liens, et de ne pas rester tout seul dans son coin, enfermé dans sa maison. Ça, c'est un exemple de besoin. Et on voit bien que c'est pas la même chose. Son objectif et son besoin ne sont pas les mêmes. Parce que Carl, il n'a aucune envie de s'attendrir, il n'a aucune envie de s'ouvrir aux autres. Il veut juste qu'on lui foute la paix. Mais l'histoire va le forcer à réaliser ce dont il a réellement besoin. Et honnêtement, je suis pas toujours d'accord avec John Truby. Si vous connaissez pas, c'est un théoricien du scénario plutôt connu. C'est lui qui a écrit l'anatomie du scénario, par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc je suis pas toujours d'accord avec lui, mais dans une vidéo, il a dit quelque chose que je trouvais très intéressant. D'ailleurs, je crois qu'elle est sur YouTube. Si je la trouve, je vous la mettrai là. Et dans cette vidéo, il dit qu'une bonne histoire, elle utilise l'objectif du personnage pour lui faire réaliser ce dont il a réellement besoin. Et dans Là-haut, c'est exactement ce qu'on voit. Et en poursuivant cet objectif, l'histoire va le forcer à s'ouvrir aux autres, à faire équipe avec Russell, c'est le scout là, pour découvrir ce dont il a réellement besoin. S'ouvrir aux autres, ne pas rester renfermé sur lui-même. D'accord, mais c'est quoi le rapport avec le film dont je vous parlais tout à l'heure ? En fait, on a exactement la même chose. Notre fameux personnage misogyne là, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que sa carrière fonctionne bien, il veut décrocher son rôle, jouer dans le soap opéra, mais quel est vraiment son besoin ? Son besoin, c'est de corriger cette misogynie, de se rendre compte de son erreur et de s'améliorer. Et comment l'histoire va le pousser à faire ça ? C'est pour ainsi dire intégré directement au synopsis, parce que il est misogyne, mais il doit se déguiser en femme. On voit très bien qu'il va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Et ça ira même plus loin, parce que il va carrément tomber amoureux d'une de ses collègues, qui ne sait pas qu'il est un homme. Donc vous voyez comme les éléments se mettent en place pour le forcer à confronter son problème. Il ne pourra pas arriver à la fin de l'histoire à obtenir son objectif sans changer. Il va être obligé de faire quelque chose. Et c'est ça une bonne histoire, c'est une histoire qui force le personnage à se confronter à ses propres faiblesses. Maintenant qu'on a posé ça, on va pouvoir s'intéresser à l'article, que je vous mettrai d'ailleurs en description évidemment. Et dans cet article, on fait une sorte d'expérience de pensée. On se pose la question, tiens, et si le personnage principal, au lieu de se déguiser en femme, pour jouer un rôle de femme, et si c'était un casting d'une personne obèse ? Du coup, au lieu de mettre une perruque et du maquillage, il mettrait des prothèses et des vêtements de grande taille pour faire croire qu'il est lui-même une personne obèse. Voilà. On imagine que ça fonctionne. Je sais que souvent ça se voit, mais imaginez que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça change en fait ? Si on voit l'intrigue et les personnages comme deux choses différentes, ça change rien. D'un côté, on a une bonne intrigue, puisqu'on a un personnage qui va bâtir sa réussite sur un mensonge. Du coup, on sait très bien qu'à un moment donné, il va être confronté à ça, il y a des gens qui vont s'en rendre compte, on va découvrir son secret, du coup on a envie de savoir comment il va réagir, etc. L'intrigue, elle est bien construite. Le personnage, il est bien aussi, il a une certaine profondeur. Alors évidemment, là je vous ai pas donné tous les détails, mais il n'est pas que misogyne. Il a aussi des qualités, et puis il va nouer certaines relations, etc. Le personnage est bien écrit aussi. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Maintenant, l'objectif et le besoin n'ont plus rien à voir ensemble. Parce que pour atteindre son objectif, le personnage n'a plus besoin de réaliser ce dont il a réellement besoin. Il n'a plus besoin de confronter sa faiblesse. Il peut très bien arriver à la fin de l'histoire en étant tout aussi misogyne qu'au début. Il n'y a rien qui a changé en fait. Et il est là le problème. On peut avoir une bonne intrigue et un bon personnage qui ne vont pas ensemble. C'est pour ça qu'ici je ne dirais pas l'intrigue c'est le plus important, ou le personnage c'est le plus important, ou même les deux sont tous les deux importants. Parce que vous voyez que même en disant l'intrigue et les personnages sont importants, il manque encore quelque chose. Il manque la relation entre les deux. Et c'est ça que j'ai compris en lisant cet article, c'est qu'en écriture, il faut toujours essayer que tout soit interdépendant. Une des faiblesses que j'avais quand j'étais débutant, selon moi, c'était justement ça. Tous mes éléments étaient indépendants. Par exemple, quand je créais un personnage et que je lui inventais un passé, je me posais pas de
question. J'essayais simplement de lui créer le passé le plus impressionnant, le plus intéressant possible. Mais à aucun moment, je ne me demandais quels événements dans le passé de mon personnage avaient pu lui donner sa personnalité présente. Et c'est ça que j'aurais dû faire. Et pour l'intrigue et le personnage, c'est la même chose. Je construisais l'intrigue d'un côté, et puis les personnages de l'autre, je les rassemblais, je mélangeais un petit peu, et j'espérais que ça donne un bon roman. Bon, là je caricature, mais vous avez l'idée. Mais on voit bien pourquoi ça ne fonctionne pas, cette histoire. Moi, je suis persuadé que plus je lis les éléments de mon histoire, le personnage et l'intrigue, et meilleur sera le roman. En fait, quand je dis que l'intrigue et le personnage c'est la même chose, ce que je veux dire c'est que c'est deux façons de regarder la même réalité. Parce que l'intrigue devrait être taillée pour le personnage, et le personnage devrait être le mieux placé pour vivre cette histoire en particulier. C'est comme les deux faces d'une même pièce finalement. Et au final, il y a un test très simple qu'on peut faire pour voir si ça fonctionne, et que je fais toujours. Je me pose la question, si je remplace mon personnage par un autre qui est fondamentalement différent, est-ce que ça change quelque chose au roman? Si la réponse est non, c'est sans doute qu'il faut que je retravaille un petit peu pour essayer de lier mon intrigue et mon personnage. Voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà comment je vois les choses aujourd'hui. Maintenant, il y a quand même quelques petites nuances à apporter à tout ce que je viens de dire, et si je veux être parfaitement honnête, je dois quand même vous les donner. Mais avant ça, avant que j'oublie, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, et si vous appréciez cette vidéo, de mettre un pouce bleu pour que d'autres puissent la voir. Maintenant, les nuances. Parce que sur le papier, tout ce que je viens de dire tient la route. D'un point de vue dramaturgique, c'est plutôt cohérent. Mais dans la réalité, ça reste une manière de voir les choses. Tout simplement parce que déjà, toutes les histoires ne sont pas construites sur un seul personnage. Il y en a qui n'ont pas de personnage principal. Et à ce moment-là, ça devient tout de suite plus difficile de lier intrigue et personnage. Mais ce qui me gêne surtout, dans cette façon de voir les choses, c'est tout ce qui est lié à la notion de faiblesse. Déjà, j'ai un problème avec le fait d'appeler quelque chose une faiblesse parce que, évidemment, la misogynie, bon, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que c'est une faiblesse, qu'il n'y a pas de nuance à apporter, mais il y en a où c'est un petit peu moins clair. Par exemple, quelqu'un d'arrogant, quelqu'un d'autre peut aussi le considérer comme quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Quelqu'un d'inconscient ou d'insouciant, une autre personne pourra dire « non, il est audacieux, courageux ». Il y a certaines faiblesses qui vraiment dépendent de celui qui juge. Et je reprends l'exemple du personnage de Karl dans Là-haut. Il y a des gens qui sont solitaires et qui aiment être seuls. Ils sont pas malheureux d'être seuls. Donc quand on présente les choses de cette manière-là et qu'on dit « la solitude c'est forcément une faiblesse et il faut la corriger et en fait t'as envie d'être seul simplement parce que t'as pas rencontré les bonnes personnes », non, il y a des gens qui aiment être seuls. Ils sont pas malheureux pour autant. Donc j'essaye vraiment, quand je travaille mes personnages, de ne pas montrer qu'une manière de voir les choses. Souvent, une faiblesse peut aussi être vue comme une qualité. Donc j'essaye de ne pas imposer ma vision des choses et dire voilà, ça c'est une faiblesse, ça il faut corriger parce que c'est quelque chose de négatif. Pas forcément. Et la deuxième petite chose qui me gêne, c'est cette idée de devoir corriger la faiblesse. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est pas obligatoire. Et ça, pour ceux qui ont étudié un peu les arcs narratifs, vous le savez déjà, puisque ce que je viens de présenter ici, c'est fortement orienté autour de l'arc narratif qu'on appelle positif, donc où le personnage va s'améliorer. Mais on peut très bien avoir une histoire où un personnage ne change pas. J'entends partout que le personnage doit changer pendant l'histoire. Non, il y a plein d'histoires très bien dans lesquelles le personnage ne change pas. L'étranger de Camus, le personnage ne change pas. Dans Forrest Gump, le personnage ne change pas. C'est pas obligatoire. Donc vous pouvez très bien avoir un personnage qui a des faiblesses, ça le rend humain. Une histoire qui confronte ses faiblesses, mais à la fin, il n'y a pas de changement. Et c'est pas forcément grave. Peut-être que l'histoire était super intéressante. Et on peut même avoir un arc négatif où là, le personnage est confronté à sa faiblesse et plutôt que de la corriger, il s'enfonce encore plus dedans. Par exemple, dans Le Parrain, c'est ce qui arrive. Au début, on a un personnage qui est un peu lié de loin à sa famille qui est mafieuse. Il est à deux doigts vraiment de s'en éloigner et puis finalement au fil de l'histoire il fait l'inverse, il s'enfonce complètement dans la mafia jusqu'à devenir le nouveau parrain. Donc je vous dis ça simplement pour ne pas vous donner l'impression qu'il y a un seul type d'histoire, les histoires à arc narratif positif avec un personnage principal. Non, c'est une façon de voir les choses et c'est vrai que c'est souvent comme ça que je travaille, avec quelques petites nuances, mais c'est pas la seule manière de voir les choses évidemment. En plus moi il y a des faiblesses que j'ai même pas envie de voir corriger. Le côté je sais tout de Hermione Granger ou le côté ultra cynique de Dr House, moi je les aime bien. J'ai pas envie qu'on corrige leurs faiblesses et qu'on les transforme en personnages super fades et pas intéressants. Les faiblesses, ça donne aussi de l'intérêt aux personnages et je ne veux pas imposer une vision des choses où on verrait les faiblesses comme quelque chose à absolument corriger. Déjà c'est utopique, on a tous des faiblesses. Il y aura jamais un moment où on aura tous corrigé nos faiblesses, déjà parce que on n'est pas tous d'accord sur ce qui est une faiblesse ou une qualité. Il y a des faiblesses qui font partie de notre identité. Les corriger, c'est aussi lisser notre identité. Bon après, il y a d'autres faiblesses comme la misogynie,
là il n'y a pas vraiment de questions à se poser, évidemment que ça serait mieux si ça n'existait pas. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas des faiblesses pour tout le monde. Et il faut l'accepter et ne pas imposer sa vision des choses. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le syndrome Fat Tutsi, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, j'avais oublié de vous le dire, mais voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. C'est du contenu que moi j'ai pas trouvé ailleurs sur YouTube, donc j'espère que j'apporte quelque chose d'original sur la plateforme et que ça vous plaît. Et comme on me pose souvent la question, et que c'est vrai que j'en parle pas trop sur YouTube, oui, je suis bêta-lecteur dans la vie, donc si vous avez un manuscrit à faire relire, tous les liens sont dans la description. Et comme j'ai toujours pas trouvé de manière de dire au revoir, je vous dis à la prochaine.